de l'enfant. Voilà à nouveau un message existentiel de la philosophie de Nietzsche. Nietzsche n'avait pas d'enfant. Nietzsche n'avait pas d'enfant et je pense que l'enfant est parfois, et dans ses meilleurs moments, dans un stade d'innocence, effectivement, et de création de valeurs nouvelles. Il peut être dans le je veux, et il peut aussi parfois prendre, pour 5 minutes, heureusement, toutes les pleurs du monde sur ses épaules. Donc il y a quelque chose dans la figure de l'enfant tel que Nietzsche en parle, qui est un petit peu romantisé, qui manque d'expérience. Peut-être aurait-il désiré, mais il s'est jamais marié non plus. Il y a une anecdote assez célèbre qui raconte qu'un jour, avec la très belle Louandrea Salomé, qui a été maîtresse également de Freud, qui a été maîtresse de Rilke aussi, c'est quand même pas rien. Il était en tout cas attiré par les très grands esprits. Eh bien, Nietzsche voulait habiter avec elle, et on raconte qu'il visitèrent un jour de 1880 par là un appartement, et cet appartement avait 3 chambres, comme on dirait aujourd'hui, et Nietzsche lui dit: ah, mais c'est parfait, voilà notre chambre, et puis voilà ton bureau et mon bureau. Et Louandrea Salomé, qui avait une certaine répartie, lui dit: mais non, pas du tout, voilà notre bureau, voilà ta chambre, et voilà ma chambre. C'est évidemment mal parti, je ne pense pas qu'ils aient loué, mais ceci pour dire que ce caractère puissant de Nietzsche était un caractère aussi de solitaire, et la mutation qu'il cherchait à accomplir vers un stade de création de valeurs nouvelles, l'a évidemment mis dans une position psychique qui ne pouvait être suivie par d'autres. De là aussi une vraie et revendiquée solitude dans son existence. Enfin voilà bien encore une vérité profondément existentielle de la philosophie. Je vais vous donner un dernier et 3e exemple de ces apports existentiels, pour vraiment bien vous... d'abord pour le plaisir de ces idées-là, hein, qui sont les idées, vraiment les idées souches de la philosophie, et puis aussi pour bien vous montrer combien cette recherche d'un art de vivre est important pour la philosophie. Et cet exemple, il est celui de Blaise Pascal, au XVIIe siècle, figure légendaire évidemment, figure précoce, extrêmement précoce. En 1643, donc à l'âge de 20 ans, il invente pour son père, qui était intendant en Normandie, la machine à calculer. Il a cette idée de convertir en un mouvement mécanique le report. Quand on fait 9 plus 3, on écrit 12, donc 2, je reporte 1. Eh bien, lui a converti ce je reporte 1 en un cliquetis d'engrenage dans le 2e rang. Donc, à l'âge de 20 ans, ce génie-là, et puis bien avant, des résolutions d'équations et de problèmes mathématiques qui mettaient toute la communauté mathématique parisienne à cueillir, et Pascal est parvenu très tôt à faire ses apports définitifs aux mathématiques, à la physique aussi, par des expériences sur le vide. D'ailleurs, on parle toujours d'un Pascal. Et puis, dans sa vie, il y a, après cette période euphorique, cette période aussi de polémistes engagés, en l'occurrence contre les jésuites, pour plutôt un abord de la religion beaucoup plus janséniste, beaucoup plus ascétique, en lien avec toute la mouvance de Port-Royal. Eh bien, après tous ces moments de sa vie, il y a chez Pascal cet effondrement qu'on appelle l'effondrement de Vincennes, lié à un accident grave, un accident de carrosse, ou alors, s'en relevant, il comprend qu'il doit non seulement
mieux encore qu'il le faisait, davantage encore qu'il le faisait, consacrer sa vie à Dieu, mais surtout se faire, se faire le porte-parole d'une apologétique chrétienne et janséniste, et donc convaincre, et se convaincre lui d'abord, et convaincre les autres ensuite, que la chose la plus importante était de travailler sa relation avec Dieu, si l'on peut dire, de la magnifier. Il écrit les pensées, et dans ses pensées, il y a un moment, au début, vraiment intéressant, où il fait une distinction, qui est aussi de l'ordre tout à fait existentiel. Il fait une distinction entre ceux qui ont l'esprit de finesse et ceux qui ont l'esprit de géométrie. Ce n'est pas uniquement les géomètres qui ont l'esprit de géométrie, mais enfin, ils sont le paradigme. Et les géomètres fonctionnent avec peu de principes, mais ces principes sont clairs, très définis. Ils peuvent les exprimer, et avec ces principes, ils peuvent construire énormément de choses, et ceux qui ne peuvent pas construire avec ces principes, ma foi, ils doivent l'inventer. Enfin, peu de principes, mais très clairs. Celles qui ont plutôt l'esprit de finesse, vivent dans des mondes où il y a énormément de principes, mais rarement explicites. Il serait d'ailleurs bien en mal de les exprimer, de les expliquer. Seulement, il utilise une sorte d'intuition, et dans toute situation, trouve de l'esprit, trouve un certain art, par exemple l'art de la conversation, qui en fait des gens fins, mais on leur demanderait quelle est la base de leur finesse, ils diraient je ne sais pas, je ne peux pas l'exprimer. Telle est la différence entre esprit de géométrie, esprit de finesse chez Pascal, et on voit, par exemple, chez Proust, quand Proust met en scène les grands mondains et les grandes mondaines, on voit des gens qui ont un esprit très développé, capable de percevoir par des signes presque infraconscients si telle personne est de bonne humeur, si telle personne nécessite plutôt tel genre de mots, ce qui pourrait faire plaisir ou déplaisir à un tel, à une telle. Là, on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit de finesse, de la perception de signes tel que Proust le dépeint et tel que Pascal le voyait aussi. Ce qui est tout à fait différent de cet esprit de géométrie beaucoup plus austère, beaucoup plus analytique et dans lequel le raisonnement peut toujours être. Voilà donc une des branches, quelques exemples de cette branche du grand partage philosophique entre l'existentiel et l'universel. Je vais maintenant aller de l'autre côté. Je vais maintenant aller de l'autre côté pour vous montrer que la philosophie est également, si pas plus, l'art, et peut-être la science aussi, de produire des énoncés qui valent pour tous, absolument pour tous, quelles que soient leurs conditions, leurs désirs, leur mentalité. Car l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie, Pascal n'a jamais dit que ça valait pour tous. Ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, Épictète en a fait une proposition. Mais enfin, il y a des gens qui sont rétifs ou incapables d'aller vers ce genre d'art de vivre. Pour Nietzsche aussi. Ici, on est dans un autre registre, peut-être plus profond, on dirait plus ontologique. L'ontologie est dans cette partie de la philosophie qui s'occupe de l'être tel qu'il est. Et un premier bel exemple de ces vérités philosophiques universelles est celui que l'on peut lire chez Husserl, Edmund Husserl, philosophe allemand. Il écrivait à partir de 1895 jusqu'à 1937.
philosophe qui donnait toujours cours, paraît-il, en faisant ce geste du doigt sur sa main, ayant l'air de rechercher par la répétition, par quelque chose de très cyclique, une vérité qui était la vérité du fonctionnement de la conscience et de la manière dont les choses apparaissaient. Philosophe qui a été le maître de Heidegger, avant qu'Heidegger finalement ne le trahisse, il faut dire les choses comme elles sont, ne le trahisse, puisque Husserl, à qui il devait intellectuellement beaucoup de choses, était juif, et Heidegger a été nommé recteur d'une université nazie, et à ce titre a pris la décision, contraint et forcé, dit-il, libre, dirions-nous aussi, contraint et forcé, de mettre Husserl à la porte de l'établissement, ce qui a été évidemment la tristesse de la vie de Husserl, qui n'y a survécu que quelques années. Eh bien, ce Husserl, à qui la philosophie du XXe siècle doit énormément, avait ce raisonnement qu'il faut toujours ancrer les vérités dans la vie de la conscience et surtout dans le corps. Notre corps, notre schéma corporel détient aussi, disait-il, la capacité de constituer nos vérités et d'asseoir finalement notre manière de penser. Et il prend un exemple. L'exemple de Copernic, l'exemple, la Terre bouge. La Terre bouge, tout le monde le sait. Eh bien, Husserl ne s'inscrit pas en faux contre cette assertion scientifique. Certes, la Terre bouge. Nous sommes héritiers de Copernic, nous sommes héritiers de Galilée. Nous vivons dans un univers où, effectivement, la Terre bouge. Cependant, pour notre corps, pour notre cerveau aussi, la Terre ne bouge pas. Personne n'a fait l'expérience que la Terre ne bougeait. La Terre bougeait, sauf dans le tremblement de terre, qui est l'expérience limite et qui est ce qui provoque évidemment une peur panique, tant notre attachement à la stabilité de la Terre est viscéral, est animal, et ce qui importe le plus. Eh bien, Husserl crie, pour tout humain, la Terre ne bouge pas. Et c'est dans le schéma corporel de quelqu'un qui ne bouge pas, de quelqu'un qui est sur une Terre qui ne bouge pas, que l'on peut alors élaborer cette vérité que, d'un point de vue physique et d'un point de vue astronomique, la Terre bouge. Husserl dit donc qu'il y a deux vérités. D'un point de vue de notre corps et de notre ancrage dans l'espace, la Terre ne bouge pas. Du point de vue de la science, elle bouge. Et toute sa vie, il va chercher à instaurer une compatibilité, mais c'est très difficile, à instaurer une compatibilité entre ces deux ordres de vérité. Là, on est dans l'universel. La Terre ne bouge pas, dit-il, et cela ne dépend pas du tout du fait que vous soyez un homme, une femme, belge ou néo-zélandais. C'est le schéma corporel humain qui le détermine. On est vraiment dans l'universel, dans une vérité qui a été contestée. Tout a été contesté.